Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première table ronde digitale de la Fédération sportive des ASPTT, du mouvement ASPTT. On est ravis de vous accueillir ce soir. On va passer 1 heure et demie ensemble pour partager pas mal de bonnes pratiques. Je tiens à remercier tous nos intervenants de leur présence ce soir. Je tiens également à remercier, et ensuite je vais lui laisser la parole, Charlie Parmentier, qui est chargé de développement sportif à la Fédération, et précisément en charge des événements, qui a permis l'organisation de ce webinaire, qui a été la cheville ouvrière de ce webinaire. Donc, nous allons pouvoir commencer, et je te laisse la parole, Charlie, pour animer ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Clément, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais ouvrir ce webinaire en laissant d'abord la parole au président général de la Fédération sportive des ASPTT. Bonsoir Alain, merci d'être avec nous ce soir. Et donc bonsoir. Et donc pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous Alain ? Bien, mais bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette réunion virtuelle et qui me semble être bien sympathique. Alors, nous sommes une fédération de clubs omnisports qui est un petit peu ancienne, qui a un peu plus de 120 ans, mais qui surtout est tournée vers l'avenir. Elle se compose de 230 clubs et d'environ 200 000 adhérents. Alors, peut-être un peu moins en ce moment parce que les difficultés dans les clubs sont nombreuses, comme vous le savez. Ces clubs sont à la fois diversifiés, ils sont conviviaux, ils sont basés sur des valeurs de respect, de solidarité, humanistes qui sont particulièrement importantes pour nous. Dans l'ensemble de nos activités, nous avons défini des activités pour toutes et tous, de 1 à 101 ans, hein, puisque notre plus jeune adhérent a 18 mois et le plus ancien plus de 100 ans. Donc, nous avons des activités sportives pour l'ensemble de ces personnes. On les a organisées en fait en 4 domaines. Le domaine des jeunes, avec toute une gamme qui s'appelle Kidisport, un domaine adulte et senior, et enfin un domaine concourir, et un autre domaine qui est celui de la gamme solidarité. C'est dans cette gamme solidarité que nous avons des programmes, des activités qui sont plus spécifiques dans le domaine du handicap. Et c'est bien évidemment le sujet qui nous intéresse. Notre ambition, elle est claire, c'est de travailler avec l'ensemble de nos clubs sur ces sujets, de travailler aussi avec les fédérations, que ce soit la Fédération française handisport ou la Fédération française du sport adapté. Mais c'est bien sûr de travailler tous ces sujets avec l'ensemble des structures locales qui peuvent être autour de nos clubs, répartis sur l'ensemble du territoire, afin que nous puissions développer des choses pour le sport pour tous, c'est-à-dire que pour que tous, quelle que soit son nature, quel que soit son âge, quelles que soient ses envies, ils puissent trouver dans l'ensemble de nos clubs et sur l'ensemble du territoire la façon de faire du sport et de l'activité. Voilà ce que nous sommes. J'ai été rapide, mais je pense que ce n'est pas la présentation initiale qui est forcément l'essentiel. Et je te redonne la main, Charlie. Merci à tous. Merci Alain. Je vais poursuivre et d'abord je vais vous donner quelques informations à vous tous les spectateurs. Concernant les questions, si vous avez des questions sur certaines interventions, si vous avez déjà un compte Bisport, vous avez la possibilité de les poser directement sur la page de l'événement. À droite, vous avez un onglet pour pouvoir poser vos questions. Si vous n'avez pas de compte Bisport, à la fin, nous vous laisserons les coordonnées des différents intervenants et un contact de la fédération pour que vous puissiez poser vos questions. Je vais donc rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Jacques Roussel qui est avec nous, donc médecin de la Fédération sportive des ASPTT et également membre du comité départemental de sport adapté de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Bonsoir Jacques, merci. Alors je vais réactiver ton micro. Jacques, tu es avec nous? Oui, je rétablis le son. Voilà. Alors bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons sur un sujet
important au niveau sociétal et, comme le disait le président, sur le plan humaniste. En fait, il faut tout de suite dire que tout a basculé en 2005 quand la notion de handicap a quitté le monde médical. Il y a eu oui, c'est bon. Il y a eu donc un moment où on a parlé de personnes en situation de handicap et non plus de patients. Les différentes formes de handicap vous sont présentées là sous la forme donc des petits pictogrammes. Hein, donc certains nous les connaissons bien. C'est le handicap physique, le handicap sensoriel, qu'il soit visuel ou auditif. D'autres sont un petit peu moins connus, le handicap mental, le handicap psychique et la perte d'autonomie. Diapo suivante. Alors, changer le regard sur le handicap, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la loi donc du 11 février 2005, dans son article 2, qui redéfinit au niveau citoyen ce que peut être donc la situation de handicap. Je vous ai souligné que le handicap, c'était toute limitation d'activité. Vous allez voir que ce terme de limitation d'activité devient un petit peu le dénominateur commun de tous les handicaps que nous allons un petit peu vous préciser. C'est la restriction de la participation à la vie en société subie dans un environnement pour une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Elles sont dénommées ici physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble donc de santé invalidant. Vous voyez que cette définition est extrêmement large et elle ne se contente pas de parler donc de handicap physique ou mental et sensoriel. L'élément essentiel de cette loi, c'est de concevoir que tout doit être réfléchi pour la meilleure accessibilité pour tous, notamment pour les personnes handicapées. Et vous allez voir que ça a des conséquences très importantes et que ça pousse la société à réfléchir et chacun de nous à prendre attention à ce propos. La notion de handicap est associée à la notion de compensation. Effectivement, à partir du moment où vous avez un manque, une limitation fonctionnelle, eh bien, le raisonnement consiste donc à apporter des compensations pour pouvoir accéder à une pleine citoyenneté. L'image assez classique de l'handicap physique avec le fauteuil roulant se reporte aussi à tout type de handicap. Et tout à l'heure, je vais vous présenter plus les nouveautés, les nouvelles approches que de reprendre ce que nous connaissons déjà, parce que pour ceux qui sont en situation de handicap, ce que je vais dire est déjà connu. Pour les autres, ça sera peut-être insuffisant, mais telle était la limitation donc de ma présentation. La compensation, donc, elle fait référence aux possibilités pour les personnes en situation de handicap de conquérir davantage d'autonomie. Nous disons bien conquérir et non pas de mettre au même niveau toutes les personnes et de faire la démonstration de leurs capacités. C'est toute la grande difficulté dans notre société qui a fait du handicap quelque chose d'un petit peu extérieur à la vie normale. Elles sont au nombre de 3. On peut les regrouper sous les 3 A. Accueil, donc c'est par exemple, c'est un exemple, c'est les lieux spécifiques ou adaptés, donc c'est-à-dire créer des conditions matérielles souvent. L'accompagnement, qui est différent de la prise en charge. Je vous ai dit que le handicap, en 2005, avait quitté la sphère purement médicale et donc ce n'est pas une prise en charge, c'est-à-dire c'est dire à quel point sont importants les personnes comme des auxiliaires, la protection juridique et autres. L'accessibilité, qui est le 3e A, c'est la mise aux normes. Donc on a eu pendant une quinzaine d'années beaucoup d'évolutions
d'adaptabilité, d'accessibilité donc des infrastructures, qu'elles soient sportives, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient d'accueil du public. C'est aussi une accessibilité qui donc qui importe au point de vue de la sécurisation des pratiques et de plus en plus, l'ensemble des constructions actuelles sont respectueuses des obligations faites pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Merci Jacques. Et donc si on avait des notions vraiment importantes à retenir, quelles seraient-elles? Alors, bien sûr que si je vous ai dit que le handicap sortait de la simple sphère médicale, de la réadaptation, de la rééducation et autres, c'est quand même avant tout un diagnostic qui est souvent donc lui de composante médicale. Nous avons donc les paraplégies, les tétraplégies ou autres, ou les déficiences intellectuelles qui sont donc de définition médicale et qui ont donc des répercussions sociales. Donc on prend en compte la problématique médicale et la problématique sociétale. Donc il faut envisager une expertise pour bien identifier la situation de handicap. Cette expertise, elle est complexe, elle est importante, elle touche différents domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, la mobilité, la motricité, la sensibilité et autres. Le statut légal, il existe un statut légal de personnes en situation de handicap avec la reconnaissance du handicap donc par la maison départementale des personnes en situation des personnes handicapées qui, elle, donc, donne un document qui est officiel et qui permet de dire que la personne est en situation de handicap. Il ne faut pas voir forcément dans ces handicaps des choses extrêmement visibles. Et c'est pour cela qu'on est très attentif à construire un projet individuel de la personne en situation de handicap en prenant en compte toutes les composantes dans lesquelles il y a cette situation de handicap. On évalue les éléments de compensation, c'est-à-dire que face au descriptif des difficultés des personnes en situation de handicap, on détermine quels sont les éléments qu'il faut apporter pour pouvoir avoir un accès le plus possible à une pleine citoyenneté. Le suivi au cours du parcours de la personne, il ne faut pas se contenter de faire à un temps T une expertise, il faut l'évaluer régulièrement donc au cours de la vie de la personne en situation de handicap, c'est-à-dire c'est toute la place qu'il faut donc donner aux réévaluations. Il peut y avoir des modifications et techniquement, technologiquement, ou voire donc pour des raisons médicales, il peut y avoir des évolutions qui fassent améliorer. C'est ce que l'on voit souvent dans les appareillages. Un accompagnement approprié, bien sûr, dans la situation de handicap, l'accessibilité au habitat, aux loisirs et au sport, c'est le sujet d'aujourd'hui, et de même qu'au niveau du travail, doivent être prises en compte. Donc, la situation de limite de handicap est une limitation substantielle, durable ou définitive d'une fonction. C'est un élément important, substantiel, c'est-à-dire que ça a une importance. Durable, ça veut dire que souvent, elle reste donc présente, mais elle peut être définitive d'une fonction, qu'elle soit sensorielle, qu'elle soit physique, psychologique ou cognitive, comme on va le voir tout à l'heure. Merci Jacques. Je vais poursuivre, nous allons poursuivre ensemble ce webinaire avec l'intervention de Élise Ampin, donc, qui est un ancien biathlète de haut niveau handisport et qui était référent handicap de la Fédération sportive des ASPTT jusqu'en 2019. Alors, Élie, est-ce que tu es avec nous?
Alors, il est au téléphone en audio, donc vous ne pourrez pas le voir à l'écran, effectivement, mais il faut qu'il remette son micro. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très Allô, bien, allô? Elie. On t'entend très bien. Oui, c'est bon, Charlie? Oui, Ok. merci, pas de souci. Alors, on parle souvent des bienfaits de l'activité physique et sportive, Elie. Peux-tu nous dire, à travers ton expérience, ce que t'a apporté le sport dans ta vie quotidienne et ta vie de sportif de haut niveau? Oui, eh bien bonsoir à toutes et à toutes. Oui, donc Élie Zampin. Donc moi, je suis malvoyant de naissance. Je suis né à Megève en Haute-Savoie et mes parents habitaient à proximité des pistes de ski nordique et des remontées mécaniques. Donc moi, dès mon plus jeune âge, je suis tombé dedans. À 4 ans, j'étais sur les skis. Et je peux remercier mes parents parce qu'ils m'ont absolument pas surprotégé. C'est-à-dire que j'ai pu faire des activités comme tous les gamins, tous les enfants de la station, d'aller faire du ski, des activités de montagne. Et ça, je les en remercie. Et aussi, ils ne se sont pas arrêtés à un diagnostic qui a été ferme et assez radical d'un ophtalmo. J'avais 10 ans à l'époque et qui a dit texto au téléphone à ma maman, et moi j'étais au téléphone à côté, qui a dit: votre fils, Madame Zampin, il sera complètement miro à 16 ans, il faut l'orienter vers un métier de rempailleur de chaises au standardiste téléphonique. Donc j'ai rien contre les rempailleurs de chaises et standardistes téléphoniques, j'en connais, ils sont très contents dans leur travail, ils s'éclatent bien. J'ai 56 ans et heureusement, mes parents ne se sont pas arrêtés à ce diagnostic, j'ai pu continuer ma vie comme tout le monde. Donc le sport a toujours été présent. Comme je dis, je suis d'un pays de montagne, donc j'ai pratiqué les activités et je pratique encore l'alpinisme, l'escalade, le ski de rando, le ski nordique. Et le sport fait toujours partie à part entière de ma vie. Je suis allé un peu partout dans le monde. J'ai fait des petits sommets modestes, bien entendu, dans les Andes du Pérou, en Équateur. Je suis allé au Kilimandjaro, en Himalaya. Bon, la seule difficulté, on va dire, c'était l'altitude. Mais bon, voilà, tout ça a toujours fait, disons, partie entièrement de ma vie. Donc j'ai commencé par le ski alpin. Très rapidement, je me suis de l'adolescence orienté vers le sport d'endurance, la course à pied, le ski nordique. J'ai aussi pratiqué le triathlon. Alors c'était un peu particulier parce que moi à l'époque je n'avais pas de guide, donc la natation c'était un peu confus. On va dire le cyclisme c'était un peu aléatoire, même dangereux. Il y avait que la course à pied où je pouvais, disons, me coller à quelqu'un et le suivre pour, disons, être un peu plus serein. Et donc, voilà, et tout ça a toujours été fait partie de ma vie. Le sport a toujours été très, très présent. Et puis, un jour, bon, comme tout le monde, je suis rentré dans la vie active, je suis rentré à la poste. Et puis, j'ai continué à pratiquer le sport tout en travaillant. Quand j'avais des heures de libre, j'allais courir, j'allais faire de la montagne. Comme je dis, je sortais du bureau, 10 minutes après, j'étais dans la montagne. Donc, vraiment un terrain de jeu, mais fabuleux. Donc, j'ai profité et je profite encore. Et puis un jour, je me suis dit, j'aimerais quand même pouvoir, disons, enseigner le ski nordique. Et je m'étais orienté vers une formation pour être brevet d'État, donc éducateur sportif premier degré, option ski nordique. C'est exactement le terme qui en vient. Et puis, bon, là, j'ai senti qu'il y avait une petite réticence. Et puis, quand je m'entraînais, enfin, quand je pratiquais mon sport favori, le ski nordique, j'ai rencontré quelqu'un qui était amputé d'un bras. Et on a discuté. Et puis, je dis, écoute, moi, je suis malvoyant. Et il m'a dit, malvoyant, mais tu skis tout seul? Je dis, ouais, parce que là, les pistes, je les connais par cœur. Écoute, c'était ça en 1989. Et il m'a dit, il y a un stage dans quelques jours, là, au col des Saisies. Donc, c'est à 20 km de chez moi, la station qui a accueilli les Jeux Olympiques en 92, les Saisies. Et tu seras le bienvenu. Je dis un stage avec l'équipe de France paralympique de ski nordique. Et il me dit, oui, avec des sélections, des perspectives de sélection pour les championnats du monde en 90 et pourquoi pas les Jeux paralympiques de 92. Attends, moi je suis... bon. Je me suis présenté au stage avec mon guide de l'époque. C'était une jeune femme là qui était de la station de Megève.
Et puis, voilà, j'ai pratiqué, je me suis entraîné pendant une semaine avec l'équipe de France. On a fait des sélections et là, j'ai accroché le groupe tout de suite. Et l'aventure a commencé en janvier 90. Je suis parti à mes premiers championnats du monde à Jackson Village aux États-Unis et elle s'est terminée voilà, en 2010. Donc j'ai participé à 5 Jeux paralympiques de 1992 à 2006. Donc 1992, Tignes Albertville, donc première sélection paralympique. En plus c'était chez nous, magnifique, des émotions, des énormes quoi, puis très fiers qu'on soit sur nos pistes. Donc voilà. Et puis après l'aventure a continué. 94 Lillehammer, 98 Nagano. Là aussi grand moment d'émotion parce que voilà j'ai fait une médaille à Albertville en 1992 avec 2 autres coéquipiers, Hervé et Luc. On a fait médaille de bronze au relais derrière l'Allemagne et la Russie. Donc c'était vraiment un super résultat. Et en 98, là je ramène aussi une médaille de bronze sur le 10 km skating. Les Jeux avaient très très mal commencé. J'avais complètement loupé la première épreuve, le biathlon, vraiment une catastrophe. J'ai même cru que j'allais abandonner. Quand je suis sorti du pas de tir, lors du dernier tir, mon coach qui était au bord de la piste m'a dit gros, alors c'était son mot gentil pour appeler ses athlètes, il nous appelait tous gros, t'en n'abandonne pas au jeu, il y aura des jours meilleurs. Ok, si tu le dis. Et 4 jours après, j'étais de nouveau en piste sur une épreuve et là je gagne une médaille de bronze. Et voilà, c'était des moments mais énormes, d'émotions. Et surtout cette année-là, en plus en émotion, était très riche parce que quand je suis parti à Nagano, mon épouse attendait notre 2e enfant. Donc grande surprise, juste avant de prendre l'avion, on avait décidé du prénom de l'enfant, comme on ne savait pas, donc c'est pour garçon et fille. Et j'ai fait la médaille le 10 mars. Le 16 mars, je suis rentré de Nagano. Et le 20 mars, ma fille est née. Donc ça a été vraiment d'émotions, mais intense au niveau sportif, affectif, et tout ça est un tout, et tout ça c'est ma vie, ma compagne vous dirait ah ouais, le sport c'est Élie, le sport si Élie fait pas de sport, il est intenable, oui, donc voilà, et ça m'a permis de m'équilibrer, de connaître les rigueurs, avoir une rigueur de vie, d'hygiène, vis-à-vis de moi, de respecter des tas de choses, mes engagements. Ça m'a aidé aussi dans ma carrière professionnelle parce que si la Poste n'avait pas été derrière moi, mon club ASPTT Annecy pas derrière moi, mon club handisport annécien pas derrière moi, il est clair que j'aurais pas pu faire 20 ans de haut niveau, ça c'est sûr et certain. J'ai eu des facilités de service, on m'a soutenu et ça a été je pourrais jamais assez les remercier parce que c'est grâce à eux que j'ai pu atteindre ce niveau et de satisfaction. Alors il y a eu des grands moments de déception, on se prépare et puis paf, le jour J, qu'est-ce qui se passe, ça avance pas, on n'est pas bien, on ne sait pas, il y a un petit grain de sable dans l'engrenage et tout ce qui était huilé, nickel à l'entraînement, paf, ça se bloque, on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai aussi connu des moments de doute. Je me suis blessé gravement en 2008. C'est une chute, une vilaine fracture à la cheville, tibia péroné. Enfin, j'ai eu 5 opérations. J'ai eu 4 séjours de rééducation à Cap-Breton. 1 an après, je reviens sur les skis. Et je me suis aperçu qu'on nous oublie vite. C'est-à-dire un athlète blessé doit refaire ses preuves. Donc, je suis revenu. J'ai retenté la sélection en 2010 pour Vancouver. Puis là, j'ai pas été pris dans le groupe. Je me suis dit, Elie, c'est peut-être le moment de faire tirer ta révérence pour le sport de haut niveau. Mais depuis, je continue toujours le sport. Comme je dis, le sport fait partie de ma vie. Je participe à des longues distances. Je fais des saisons complètes de marathon en ski. Et puis, je pratique le tandem. C'est une hygiène de vie. Et ça m'a apporté des grands moments aussi d'amitié. J'ai skié un peu partout dans le monde. J'ai des amis en Finlande, aux États-Unis, avec qui j'ai toujours des contacts, avec qui on essaie toujours de se retrouver sur une compétition et tout ça. C'est toujours compétition valide. Je parle bien parce que maintenant en handisport, je suis un peu trop vieux pour ça. Et tout ça a vraiment, disons, forgé mon caractère, m'a permis de me battre, disons, contre mon handicap, contre des injustices, des stupidités. Juste une petite anecdote. Tout à l'heure, je parlais que j'étais allé en Himalaya et
on avait un sommet aussi à faire. Et dans le groupe, il y avait quelqu'un d'exécrable qui, j'ai appris au retour, avait fait des statistiques sur le taux de réussite du groupe. Et moi, il m'avait mis à 48% en disant « il n'arrivera jamais au sommet ». J'ai fait partie des 4 qui sont arrivés au sommet. Lui, il y est allé. Tant mieux, tant pis pour lui. Enfin bref. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit tant mieux. J'ai cassé ces statistiques. Et voilà. Donc la vie, le sport, voilà, m'a beaucoup apporté, m'apporte encore beaucoup. Et puis ce matin, j'ai écouté sur France Inter, il y avait Sophie Cluzel, la secrétaire d'État ou handicapée, qui parlait. Donc en France, on a un Français sur 3 qui est handicapé, ça fait quand même beaucoup de monde. On parle d'inclusion et je sais que dans nos clubs, beaucoup travaillent. Moi, j'ai pu les rencontrer quand j'étais référent handicap. Je vais certainement les oublier, mais j'ai rencontré des gens à Strasbourg, à Mulhouse, à Lyon. Je suis allé aussi en PACA et j'ai vu qu'il y avait des gens super motivés. Et voilà, il faut continuer, il y a de quoi faire, et puis je trouve que ce qui est important, c'est de pouvoir redonner le sourire à quelqu'un qui peut redécouvrir ou qui va découvrir une activité sportive suite à un accident de la vie, un handicap de naissance, et juste d'avoir le sourire de cette personne, je crois qu'on aura tout gagné. Et puis voilà. Et puis il y a quelques jours, la responsable régionale de Auvergne-Rhône-Alpes, Betty Maudet-Clotin, m'a demandé si je voulais être l'ambassadeur de Grand Lyon pour des actions handi. Et elle me dit, pour toi, l'inclusion dans le sport, c'est quoi? J'ai réfléchi, je dis, oula, tu me poses une colle, Betty. Et puis, en marchant avec ma chienne, d'un seul coup, je dis, c'est peut-être une phrase, mais pour moi, qui résume tout. Eh bien, des activités pour tous et avec tous. Voilà, ce sera un petit peu ma conclusion. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, encore un grand merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Élise. C'était juste parfait. Hein. Je ne pourrais pas dire d'autres mots. Et puis, tu m'as donné en plus la transition en citant la SPTT Strasbourg, puisque c'est nos prochains invités pour cette table ronde. Donc nous accueillons José Castaldi, le président de la SPTT Strasbourg et du comité régional Grand Est, et François Bruat, le responsable des activités sportives adaptées au club et également professeur de PS. Alors, la SPTT Strasbourg, c'est un gros club historique à SPTT qui compte plus de 3000 adhérents et 38 activités. Et donc, sur ce sujet, José, je voudrais que tu mettes ta casquette de président du club et également de président de comité régional. Et je voudrais que tu nous expliques quelle est la place du handicap au sein de la région et au sein du club. Ah, je vais remettre ton micro. Alors, attends, José, hein, faut que je réactive ton micro. Il y a une action qu'il faut que tu fasses pour réactiver ton micro. Voilà, ça doit être bon là, je crois. Voilà, c'est bon, je n'avais pas anticipé. Vas-y, tu peux y aller. Je disais bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par présenter le Grand Est. Le Grand Est, 8 clubs qui ont des activités au niveau de l'handicap, aussi bien sensoriel, physique, mental. Et c'est une organisation importante pour nous au niveau du Grand Est, pour la bonne raison, c'est que dans la nouvelle mandature, le nouvel comité qui a été élu, on a élu une personne qui sera justement déléguée au niveau de l'handicap. Alors, en parlant de Strasbourg, il y a 2 sections qui ont une activité sur l'handicap, une activité physique avec, tout à l'heure, vous allez entendre, Jules Ripsheim, champion du monde, champion d'Europe et champion de France du olympique, et aussi le sport adapté. François viendra parler du sport adapté. Et je dirais que pour nous, c'est l'ADN de nos valeurs que nous avons au sein de la SPTT Strasbourg. C'est que ce qu'on veut comme slogan, et c'est important, c'est que faire de son handicap une fierté. Pourquoi je dis son handicap? C'est-à-dire qu'il y a trop de barrières
encore à ce jour entre l'athlète, le sportif handicapé et le monde ordinaire. C'est pour cette raison que d'ailleurs, à titre indicatif, que hier, avec la manifestation pilotée par la fédération ASPDT Cap sur l'Andy, on a fait une très belle manifestation avec justement, en plus avec Jules, avec de sensibiliser les jeunes pour leur montrer que qu'est-ce que c'est l'handicap, de pratiquer les activités dans un modèle handicap. Et c'est par rapport à cette information aux plus jeunes qu'on pourra sensibiliser le monde. Alors, au niveau des réalisations, au niveau, par exemple, du comité régional, on avait lancé des grandes idées. Malheureusement, le confinement est arrivé, on n'a pas pu la mettre en place, mais c'est reporté pour 2021, de rassembler déjà au départ les sections de sport adapté pour une grande manifestation où chacun pourra, chaque spécialité pourra faire découvrir à l'autre sa spécialité. On va faire aussi des rencontres au niveau, parce qu'on a 4 clubs qui ont des activités importantes au niveau de l'autisme, de faire des activités de regroupement pour qu'on puisse mettre en place une capitalisation de toutes les expériences qui sont menées au niveau du Grand Est. Voilà ce que je voulais dire. Donc, pour nous, ce n'est pas le monde ordinaire et l'handicap, on est tous ensemble au niveau du mouvement ASPDT, aussi bien Grand Est que l'ASPDT Strasbourg. Voilà ce que je veux dire sur l'ASPDT Strasbourg. Je mets la parole à François, le président de la section sport adapté. Merci José. Ok, bonsoir et bonsoir tout le monde. Voilà, François Bruat, donc le président de la section sport adapté depuis 2012. Mais notre implication aux ASPTT remonte aux années 90. Donc, dans mon activité professionnelle, j'ai travaillé plus de 40 ans dans le milieu du handicap et dans le médico-social public. Voilà, et en lien avec les fédérations françaises du sport adapté depuis les années 75-76. Donc, c'est un milieu que je pense bien connaître. Et j'ai mis les pieds à l'étrier des ASPTT dans les années 90 pour développer le badminton au sein même de la section ordinaire pour faire de l'inclusion de personnes en situation de handicap intellectuel sur de l'activité badminton. Voilà. Dans la période des années 90-2000, une inclusion dans la section ski alpin. Voilà. Et donc, bon an, mal an, au jour d'aujourd'hui, entre 60 et 80 licenciés sport adapté pratiquent ces 2 disciplines, plus plein d'autres. En tout cas, les disciplines phares à la SPTT Strasbourg pour le sport adapté, c'est le badminton et le ski, aussi bien en loisir qu'en termes de compétition sport adapté. Et on parlera peut-être un peu après aussi des projets futurs en lien avec de la formation. Voilà. Ok, merci François. Alors sur vos actions, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur avec quel type de structure vous travaillez? Pardon? Je n'ai pas tout compris. Est-ce que tu pourrais nous dire avec quel type de structure en lien avec le handicap vous travaillez à Strasbourg? Voilà, alors en fait, l'ensemble des pratiquants chez nous sont issus des différents secteurs, soit médico-sociaux publics, soit des établissements de type ESAT, donc des entreprises dans le monde du travail, de la structure psy aussi, et des personnes qui sont ni en établissement, mais qui sont en famille. Donc on peut aussi bien faire de la prise en charge individuelle, ponctuelle dans la semaine, ou alors du regroupement sur des créneaux horaires en soirée, avec toutes ces personnes issues de différentes zones géographiques et pas forcément avec les mêmes particularités de troubles psychiques. Donc c'est un grand melting pot de personnes pratiquant. En fait, ce qui va animer tout le monde, c'est la pratique sportive commune. Voilà. Peu importe le niveau de handicap ou le niveau de compétence. Donc effectivement, c'est des handicaps qui sont parfois assez lourds
Donc, ça vous demande quand même une expertise spécifique. Tout à fait. Alors, en fait, ce qui est nouveau depuis à peu près 2 ans, c'est qu'on avait plutôt tendance à avoir accès, enfin, que le public avec un déficit léger, relativement autonome, avait donc accès à l'activité sportive parce qu'ils étaient en capacité de se déplacer tout seuls, soit par les transports en commun, les vélos, voilà, ou ramenés par leurs éducateurs d'établissement. Et depuis à peu près 2 ans, on a un public beaucoup plus impacté psychiquement qui nécessitait une prise en charge beaucoup plus pointue, à savoir que c'est quasiment du 1 pour 1. Donc, on a mis en place les mardis soirs, entre 5h et 6h, d'un public qui nécessite une prise en charge individuelle. Sur le support sport de raquette, voilà. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'en faire des athlètes de haut niveau, mais c'est au moins de faire découvrir cette activité ensemble, chacun avec sa problématique et ses compétences. Merci François. Et donc du coup, par rapport à vos projets à plus ou moins long terme, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Nos projets à moyen et à long terme, c'est de pérenniser déjà ce qu'on sait faire. Ensuite, c'est effectivement de pouvoir mettre en place pour 2021 une rencontre régionale qui regrouperait l'ensemble des personnes en situation de handicap sur des projets divers et variés, et de s'orienter sur les 2-3 prochaines années, donc d'avoir une projection sur les rencontres régionales, départementales et nationales en sport adapté, mais aussi de développer plus largement avec d'autres ASPTT, peut-être notre savoir-faire sur la prise en charge de ce public. Merci François. Je vais te laisser réactiver ton micro, Marion. C'est de beaux projets en cours pour la SPTT Strasbourg, François et José. Merci d'avoir partagé ça avec nous et de beaux projets futurs également. Donc, je m'adresse à Marion et Michael de la SPTT Toulouse, un club également historique de la fédération. Plus de 3000 activités, 3000 adhérents, pardon, et 34 activités. Grâce à vous, on va aborder une pratique du sport handicap un peu plus autonome. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'organise la pratique handisport au sein de votre club? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, à la SPTT Toulouse, nous avons 2 activités pratiquées en handisport, le tennis de table et le showdown, et en loisir et en compétition. Donc, le showdown, c'est la photo que vous voyez en bas, c'est une sorte de mix entre le jeu de palets et le tennis de table pour des personnes en situation de handicap visuel. Et donc, l'organisation interne du club, nous avons un responsable du pôle handi, en la personne de Michael à mes côtés, qui rentrera plus dans les détails tout à l'heure de nos actions, qui lui-même est pongiste, compétiteur et classificateur au niveau national. Donc, nous avons des entraîneurs salariés et aussi pas mal de bénévoles pour animer les entraînements et aussi le suivi en compétition, puisqu'on a des pratiquants qui évoluent au niveau régional, mais aussi national. Donc, il faut les suivre tous les week-ends dans les gymnases. Et on a également un partenariat avec la fac de sport, de STAPS. Nous participons à la formation des jeunes stagiaires STAPS APAS, activité physique adaptée et de santé. Et en contrepartie, je dirais, ils nous aident à l'organisation de nos activités et au suivi de nos activités. Donc, c'est souvent des deuxièmes années que nous accueillons dans notre structure. Il faut savoir que pour le tennis de table, il y a 4 créneaux accessibles pour les pongistes.
un qui reste complètement dédié à la pratique handisport et 3 qui se pratiquent avec les valides. 2 avec les valides adultes et 1 avec les valides jeunes compétiteurs. Pour le showdown, par contre, c'est 2 créneaux dédiés à la pratique, mais nos amis showdowners accueillent souvent des valides pour leur mettre à la pâtée, parce qu'ils sont forts dans leur pratique. Donc, je vais laisser la main à Michael qui va vous présenter un peu toutes les actions qu'on met en place dans le club. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, comme l'a dit Marion, on a pas mal d'actions en cours. Malgré le confinement, on essaye vraiment de maintenir des choses. Hier encore, on était à une journée d'initiation au tennis de table en partenariat avec le CD31 pour des projets sur la relève. Alors là, c'est plus comme nos amis strasbourgeois auprès des instituts. Il y a, voilà, c'est des IME ou des ESAT, effectivement. Donc voilà, mais là, c'était surtout des jeunes. Donc c'était de 6 à 20 ans. On a eu une trentaine de personnes hier quand même. 10 jeunes pour respecter les nombres, mais voilà un petit peu ce qu'on met en œuvre. Après, au niveau compétition, effectivement, nos projets, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à des athlètes handisport et sport adapté de participer à des critériums. Alors, chez nous, ce qu'on appelle un critérium, c'est voilà, des compétitions. En général, c'est sur 3 tours. Et comme l'a dit Marion, on a des joueurs qui évoluent de la régionale à la nationale 1. Donc, c'est du premier niveau qu'on a en handisport jusqu'au meilleur niveau. Et après, bien sûr, on est très attaché à des projets voilà, sur la relève parce que, bien, vous le savez tous, on a Paris 2024 en ligne de mire. On espère pouvoir recruter des jeunes qui, parce que vous le savez sans doute, en tout cas, si les gens qui nous écoutent l'ignorent, on est aussi dans une difficulté au niveau du handisport, des fois à recruter des jeunes parce que c'est des personnes en situation de handicap qui parfois ignorent qu'elles peuvent faire un sport. Donc, du coup, c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler avec eux et tout l'intérêt aussi d'organiser ces tables rondes virtuelles parce que peut-être qu'il y aura des gens qui nous écoutent qui diront moi, je peux pratiquer un sport parce que, comme l'a très bien rappelé le médecin, on est dans une inclusion et le rôle de la loi de 2005, c'est avant tout la compensation. Et c'est vrai que le tennis de table est une activité qui se mêle très bien à une activité, j'allais dire, en mixité. Voilà, donc du coup, on essaye vraiment d'axer ce travail auprès des jeunes et bien sûr dans un aspect santé, inclusion, etc. Est-ce que tu peux nous parler du tournoi de l'amitié Handi Valide qu'on fait chaque année peut-être? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que comme en plus l'année dernière avec le confinement, il a été squeezé. Effectivement, on a aussi un partenariat avec des médecins qui nous accueillent, qui nous soutiennent. C'est des médecins du Rotary Club qui nous soutiennent et avec lesquels on organise un tournoi de l'amitié. Alors, comme son nom l'indique, il est mixte et que vous soyez pratiquant, loisir, débutant, confirmé, compétiteur, tout le monde se mélange. C'est la journée de la mixité, c'est la journée du partage. En général, c'est une journée qui vient clôturer notre saison sportive et événementielle assez riche et ça permet à tout le monde de se retrouver. Et il y a aussi voilà, l'aspect convivialité et ça nous permet aussi de créer du lien avec des nouvelles personnes qui peut-être peuvent avoir entendu parler de l'événement et ont envie de venir avec leur famille, leurs parents, etc. Voilà, parce que c'est vrai que je crois beaucoup au réseau et dans le handisport et dans le sport adapté, parfois faire venir du monde, ça peut être sortir de chez soi, voir quelqu'un en fauteuil à la caisse d'un supermarché et lui dire « Tiens, tu n'as jamais pratiqué un sport, on peut te proposer le tennis de table, etc. » C'est aussi ça, je pense, notre mission. Au-delà des événements officiels, notamment, on fait aussi des événements à cette période d'habitude.
avec le groupe La Poste. Et là, on fait plutôt une action de sensibilisation au handicap, sensibilisation ou inclusion, ou formation, pardon, parce que, comme l'a dit Marion, on est très attaché au fait que les personnes qui encadrent les personnes en situation de handicap soient des gens formés. Parce que, comme je le dis souvent, on peut être altruiste, mais comme l'a très bien dit le docteur et aussi le club de Strasbourg, il y a des handicaps qui demandent vraiment une connaissance. Et donc, nous, on est très attachés à accueillir notamment les étudiants STAPS, faire des événements, que ce soit dans les entreprises, dans les instituts, pour parler de ce qu'on fait, comment on a développé notre expertise, mais toujours à partir du sport et à travers le sport, parce que c'est à ce moment-là que le handicap s'efface aussi. C'est grâce à la pratique sportive. Pour moi, tous les gens que vous voyez sur cette photo, là, en grand, là, on n'est pas des personnes en situation de handicap. On est avant tout des sportifs, tous ralliés sous la bannière ASPTT. Voilà, tout simplement. Oui, alors juste en complément de dire qu'il y a une petite spécificité pour les joueurs de tennis de table, puisqu'on a certains handis qui pratiquent aussi dans des compétitions de valides. Ça, c'est réellement notre force de permettre le pont entre les deux pratiques. Et si on peut passer sur la diapo suivante, peut-être, Michael, tu peux nous parler un peu plus précisément du projet Relève avec l'ASEI. Oui. Alors, l'ASEI, c'est un centre de rééducation motrice qu'on a donc dans le secteur et avec lequel on a établi un partenariat pour permettre à des jeunes qui ont moins de 20 ans, hein, la plupart, ils sont, on va dire, entre le CE1 et la seconde, ou la terminale maximum. Et avec ces jeunes-là, on espère... on a pour but de les faire sortir du centre, les faire venir s'entraîner dans notre salle et ensuite leur donner une expertise et une connaissance du tennis de table pour qu'ils aient envie peut-être d'aller vers une pratique plus compétitive. Voilà, tout simplement. Et voilà, vous voyez les photos, tout ça, ça se passe dans notre salle. Et c'est vrai que, comme le disait le médecin, ça c'est aussi, je pense, une possibilité qui nous est donnée par la loi de 2005. Avant, on sait que, les anciens, un peu comme moi, savent combien c'était dur avant de sortir des centres sans tomber dans les a priori non plus. Et maintenant, avec la loi 2005 qui nous rabâche un peu tout le temps, inclusion, effectivement, les centres aussi sont très preneurs de ce genre d'action à l'extérieur de leur environnement habituel. Donc, voilà, le projet Relève, il s'inscrit là-dedans parce que l'idée, c'est aussi de trouver la pépite de demain. Voilà, tout simplement, on est des sportifs, on aime se confronter voilà, on est axé sur le loisir, le sport santé, mais la compétition, c'est aussi notre fer de lance quelque part. Donc, voilà. Voilà, ce projet avec l'ASEI, c'est utiliser la pratique en club comme levier d'insertion. C'est vraiment la volonté de l'ASEI qui est à l'initiative de ce partenariat et avec un petit peu l'objectif à long terme, si on y arrive, d'amener ces jeunes aux JO et aux Jeux paralympiques. Voilà. Merci Marion. Je vais poursuivre, nous allons poursuivre cette table ronde avec l'ASPTT 7, toujours sur le sport handicap en inclusion. L'ASPTT 7, c'était environ 1000 adhérents en 2019 et 23 activités toujours. Donc, je vous présente son responsable sportif, Martial Tarico, qui est accompagné alors de Khalid et Redouane, si je me souviens bien. C'est parfait. Alors, Martial, quels sont vos champs d'intervention à la SPTT 7 sur le public en situation de handicap et comment organisez-vous vos activités ? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, nous, on a deux champs d'intervention. On a un champ d'intervention dans l'handisport, c'est par ça qu'on a commencé.
en 1991, on a ouvert une section tennis de table pour handisport, pour les personnes en fauteuil. Et on a commencé par la création de cours spécifiques en e-sport. Et en fait, très vite, après, on a décidé de les intégrer dans nos cours valides ordinaires. Ils pouvaient venir quand ils voulaient. Ils savaient qu'ils avaient 2 cours par semaine qui étaient réservés pour le handisport, mais ils pouvaient venir jouer avec tous nos adhérents et même participer à certaines compétitions valides. Dans cette même section, on a pu du coup organiser différentes compétitions. Et on a participé aussi à des compétitions comme les championnats du monde d'Europe et les Jeux paralympiques à Londres avec Thomas Fernandez. Toujours dans le handisport, même beaucoup plus récemment, on a ouvert une section Serbacane. Du coup, là, cette fois-ci, c'est 1 fois par semaine. Donc, c'est un créneau qui est spécifique en handisport. On n'a que des personnes en situation de handicap. Cependant, on essaie toujours d'avoir dans chacune de nos activités des bénévoles, des volontaires de la SPTT 7, de différentes sections, peu importe, mais qui viennent pratiquer tous ensemble l'activité. Parce qu'on a toujours fonctionné comme ça et on trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Toujours dans le handisport, on a ouvert il y a récemment une section rando et tandem, du coup, pour des personnes en situation de handicap, pour des non-voyants, où là, c'est le même projet, c'est-à-dire par binôme, donc un non-voyant et un adhérent de la section ASPTT. Donc, sur 1 fois par semaine pour le tandem et 1 fois par semaine les randonnées qui sont mis en place. Après, on a la section sport adapté. Sport adapté, du coup, on a commencé il y a de ça en 2014. On a été démarché la première fois par un ESAT à Frontignan qui souhaitait mettre en place des activités sportives pour ces travailleurs. Donc, on a proposé du judo et du taïso. Donc, le taïso, c'est du renforcement musculaire. Donc, c'était 2 créneaux consécutifs le vendredi. Chacun qui souhaitait y participer s'inscrivait. Et très vite, on a développé ça et on a décidé de proposer aux personnes qui souhaitaient un peu plus s'investir dans l'activité ou qui avaient envie qui commençaient à questionner un peu sur le domaine de la compétition ou quoi que ce soit, de venir intégrer nos cours de judo valides au club. Donc, c'est pour ça que c'est là que Redouane nous a rejoints, du coup, qui est arrivé à la SPTT, et on a développé du coup la compétition en sport adapté. Donc, en premier temps en judo, donc on a fait les championnats départementaux, nationaux et les championnats d'Europe avec Redouane. Et du coup, comme on a décidé de ne pas forcément faire de cours spécifiques, en tout cas dans la section judo, en sport adapté. Tous ceux qui venaient au club étaient intégrés directement dans nos cours avec les valides. Et là, c'est Khalid, du coup, qui nous a rejoint aussi. Du coup, pareil, qui était suivi par le sport adapté et qui est arrivé et qui a participé pareil, lui aussi, qui a des titres, ils ont plusieurs titres chacun de champion de France là-dedans. Comme ça nous a paru intéressant de mélanger les publics et de diversifier un peu, on a participé avec le comité sport adapté à des journées de découverte de différentes activités sportives. Donc là, c'était un public ciblé pour les enfants, donc pour les IME et les ITEP en particularité. Et l'idée, c'était qu'ils regroupent différentes associations sportives de l'Hérault ou de 7 quand c'est organisé sur 7. Donc nous, on y allait à 3 ou 4 sections, vu qu'on avait plusieurs sections, pour proposer là-dessus. Et du coup, derrière, on a été démarché par un ITEP où on a mis en place une activité judo. Donc là, l'idée, c'était que l'ITEP, le public de l'ITEP, se déplace dans nos locaux avec un professeur diplômé d'État qui proposait l'activité. Et pareil, quand c'était possible, d'avoir des judokas du club qui viennent participer et faire judo avec les enfants. Même principe, alors c'est le même ITEP, donc c'est un ITEP et un IME. On a mis en place un partenariat avec notre section boxe, où les enfants, 1 fois par semaine de l'IME et l'ITEP, venaient dans nos cours de boxe pour partager l'entraînement avec notre public valide. Et donc, ils étaient accompagnés par 2 éducateurs, et après, c'était notre professeur du club qui prenait en charge. Donc, les éducateurs pouvaient participer ou pas s'ils souhaitaient. Et les enfants, par contre, étaient complètement mélangés. Et du coup, c'était vraiment intéressant
parce que les handicaps, en particulier les troubles du comportement, qui ont tendance à des fois à être un peu compliqués, là, avec les autres, c'était pas du tout la même façon de travailler. Et c'était hyper intéressant, quand on parlait avec les éducateurs, ils trouvaient vraiment quelque chose de bénéfique. On a travaillé aussi, on a mis en place avec un foyer à Frontignan. Du coup, on a décidé de proposer 2 fois par semaine du multi-activité. Là, on travaillait différemment parce que ce n'était pas du tout les mêmes groupes de personnes qui venaient à chaque fois. C'était les usagers du foyer qui s'inscrivaient sur, par exemple, s'il y avait une activité pétanque qui leur plaisait, une activité serbacane qui leur plaisait. Ils s'inscrivaient sur ce soir-là et ils venaient participer à l'activité avec nous. Toujours avec le même principe, du coup, un professionnel du sport ou de l'activité qui donnait et des volontaires de la SPTT qui venaient partager et passer un moment avec eux. Et on a essayé, alors, une fois par an pour l'instant, on organise un week-end au Blachas ou dans d'autres centres où on mélange nos 2 publics, donc sport adapté, handisport de temps en temps, et un public valide où pareil, c'est un week-end multisport où il y a différentes activités, pétanque, randonnée, en fonction de ce qu'on peut proposer et mettre en place. Et depuis quelques années aussi, pareil, du coup, alors c'est assez différent, c'est l'équipe de judo valide qui a un partenariat avec un foyer un gîte, pardon, en Lozère, où ils reçoivent des personnes en situation de handicap. Et là, une fois par an, on y va et on participe avec eux en général, c'est un match de basket qu'on fait, donc en fauteuil. Et on se prend une sacrée raclée, du coup, à ce moment-là. Donc voilà, c'est un peu le fonctionnement qu'on a à la SPTT. On essaie toujours de mélanger tous les publics dans les différents sports et de rendre accessible un petit peu à tous, de ne pas se cantonner à tel ou tel public ou tel sport. Voilà. Merci Martial. Et par rapport à vos projets, alors à vos perspectives, quelles sont-elles? Du coup, nous, on veut continuer à développer tout ce qui est compétition et tout, parce qu'on y trouve quand même un intérêt intéressant. Toutes les expériences qu'on a eues, où on a pu mettre en place, que ce soit dans l'handisport ou dans le sport adapté, les sportifs, ils ont toujours été gagnants. Ils ont l'image, ils vous le diront mieux que moi, mais a changé et c'était plutôt cool. On souhaiterait en organiser une aussi. Et on souhaiterait aussi, alors pas du tout dans la compétition, mais développer et permettre de rendre accessible le sport à tous. C'est-à-dire que arriver à soit nous déplacer quand c'est un petit peu compliqué, ou intégrer les personnes dans nos cours, mais que ce soit les personnes qui ont un handicap ou autre, qu'il n'y ait pas de problème de faire du sport. Alors en adaptant le sport à chaque fois, mais là-dessus. Et on avait comme projet aussi de faire des journées de sensibilisation au handicap, c'est-à-dire en essayant de démarcher des sportifs en situation de handicap dans tel ou tel sport et faire pratiquer à tout le monde le sport comme il est pratiqué en handisport. Voilà, en gros, c'est un peu ça, et rendre un peu plus régulier les week-ends multisports qu'on propose pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Et donc, pour terminer ton intervention, enfin votre intervention, je vais poser la question à Khalid et Redouane. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le club de la SPTT 7 et qu'est-ce qui vous plaît dans ces activités? Moi, ce qui me plaît, éventuellement, d'abord à la base, au travail, il est venu pour nous faire une activité une fois par semaine. Donc, c'était 1 heure tous les vendredis. Et ce n'était pas spécialement assez tout ça. Il nous a proposé de venir au club. Et le club, la SPTT, nous a donné une grande chance d'avoir confiance en nous, d'avancer. Alors, c'est un peu compliqué des fois de communiquer. Non, désolé. Non, ça nous a donné confiance en nous. C'est vrai que quand nous sommes dans la rue, le regard des gens est différent. Mais le judo nous a donné une grande chance et une confiance en nous, surtout les SPTT. On a fait les 4 coins de la France. On a fait pas mal de grosses compétitions. Après, j'ai fait les championnats d'Europe. Et quand j'ai fait les Europes et tout, j'ai vu que quand j'étais là-bas et tout, que des sportifs, il n'y a pas d'handicap. Quand on se rencontre dans le tatami, les Allemands, toutes les origines qu'il y avait, on reste dans la même catégorie des sportifs. Il n'y a plus d'handicap. On ne parle plus d'handicap. On parle plus de. Après, c'est vrai que c'était au début un peu dur. Mais au bout de 6 ans, ça m'a donné pas mal
pas mal de confiance en moi. J'ai avancé, surtout dans le travail et surtout pour moi-même et même le sport. C'est bien pour le mental, pour le mental et tout. Surtout avec l'entraîneur Martial et le papa qui est président du club Sport Adapté, qui a fait un bon travail et grâce à la SPTT. Sinon, sans la SPTT, on serait allé nulle part. À la base, j'en faisais qu'à l'ESAT et la SPTT nous a donné une chance de pouvoir évoluer, d'avancer et d'arriver jusqu'à là maintenant. Khalid, il est d'accord avec ça. Il est d'accord. Tant mieux s'il est d'accord, c'est parfait. Alors, ils n'ont pas eu la même filière pour rentrer, parce que lui est rentré par rapport à l'ESAT et lui, c'était son papa qui faisait du judo avec nous. Donc, il a bien pied chez nous, il a de suite beaucoup aimé. Mais après, la route a été la même. Ils ont commencé les compétitions, ils ont performé rapidement en compétition. Donc, il y a deux titres de champion de France. Redouane, il a une médaille de bronze au championnat d'Europe. Et Khalid a 2 titres de champion de France et une médaille d'argent au championnat de France. Donc, voilà. Donc, toutes nos félicitations à eux deux. Merci à la SPTT. Et merci à vous de nous avoir partagé votre témoignage. Nous allons rester dans le sud pour poursuivre nos échanges avec la SPTT Draguignan et son président Jean-Alexandre Capeller. Donc, je vais te demander la réactivation de l'audio, Jean-Alexandre. Et alors, on va vous retrouver, voilà. Bonjour. Bonjour, Jean-Alexandre. Alors, tu es en situation de handicap visuel et par rapport à ton histoire, ce que je voudrais savoir, c'est comment es-tu devenu président de cette association sportive? Alors, je me présente, donc Jean-Alexandre Capeller. Donc, je suis né à Dunkerque en 1958, donc il y a 62 ans. Et puis, donc, je suis totalement non-voyant et je suis actuellement fonctionnaire en préfecture du Var. Donc, mon handicap, grâce au handicap ou à cause du handicap, j'ai traversé la France. Voilà, et il y a plusieurs étapes qui ont jalonné ma vie et qui m'ont permis de pouvoir accepter le poste de président en septembre 2019. Voilà. Donc, je vais vous narrer un peu mon parcours. Donc, mon père travaillait à la Poste. Donc, dans les années 60, on est arrivé en Bourgogne, où j'ai passé plus de 30 ans de ma vie. Donc, à l'époque, je me suis dit, un bac, ça sera largement suffisant pour moi. Donc, j'ai passé un bac d'électrotechnicien à Charles-sur-Saône. Donc, tout se passait bien. Je me suis marié ensuite en 1981 à Nuit-Saint-Georges. Et j'ai commencé à exercer ma profession d'électrotechnicien à Dijon, dans des usines de Dijon. Ensuite, en 1990, octobre 1990, donc il y a 30 ans, cette année, j'ai perdu la vue suite à décollement de rétine, cataracte, etc. Et donc, j'ai perdu mon travail. Et contrairement à Élise Ampin, le sport ne faisait pas partie de ma vie du tout. Voilà. Donc, c'est presque un miracle qu'aujourd'hui, je suis président d'un club, la SPTT. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais un garçon de 3 ans, une fille de 2 ans. Et moi, je ne voulais pas rester sur mon fauteuil à rien faire, quoi. Voilà. Donc, j'ai passé les concours d'administration. Et puis, en 2002, je suis arrivé en préfecture du Var, donc en sous-préfecture de Draguignan. Je ne voulais pas être habitant de Midi, je ne voulais pas être fonctionnaire. Et voilà. Voilà. Donc, je suis arrivé là, je ne connaissais pas grand-chose à l'administration. Je n'avais aucune connaissance juridique. Parce que pour moi, quand j'avais 19 ans, j'ai vu les carrières, bac plus 3, bac plus 5, ce n'était pas du tout pour moi. Voilà. Donc, et puis, en 2005, je me suis rendu compte que si je voulais évoluer dans mon nouvel environnement professionnel, il fallait que j'apprenne un peu le droit. Donc, à Draguignan, on a une antenne de la fac de droit de Toulon. Et donc, en 2005, j'ai été poussé à la porte. Et je voulais faire une capacité en droit d'1 an. Et finalement, je suis sorti 5 ans après avec un master 2.
Voilà. Et donc, en parallèle de ça, bon, je voulais essayer de faire un peu de sport pour moi, mais surtout pour mon chien, pour le, pour le balader un petit peu. Et puis voilà, donc en 2005, j'ai adhéré à l'association de Racini Sport Adapté, donc les handicapés mentaux, et j'étais le seul non-voyant à participer. Donc ça m'a permis de réaliser que le sport pour un handicapé, ça pouvait apporter plein de choses. Voilà, donc. Et puis ensuite, en 2016, j'ai rencontré par différentes circonstances le président de la SPTT de Draguignan, parce qu'il avait un oncle qui était non-voyant et il voulait créer une association pour les déficients visuels à Draguignan. Et sans se concerter, moi c'était mon projet aussi. Voilà, et puis donc on a ouvert cette antenne de l'association Valentin et Villa de Draguignan. Et un jour, on partait à Fréjus pour une réunion avec toute la région. Dans la voiture, il me dit, je m'excuse, mais c'est des moments forts. Ouais. Voilà. Ouais. Et dans la voiture, il me dit, voilà, je voudrais, il me dit, ça fait 5 ans que je voulais ouvrir une section du sport à l'SPTT de Draguignan. Il me dit, est-ce que tu es partant? Pardon. Voilà. Et puis j'ai dit oui parce que j'ai dit, de par mon expérience avec le Racini Sport Adapté, ça m'avait permis de voir le sport ce que ça pouvait apporter. Donc j'ai dit OK. Donc en décembre 2016, on a ouvert la section du sport à Draguignan. On a ouvert plusieurs activités. Donc on a fait du tir à l'arc adapté, du tir à la carabine adapté, du shodan. On a fait aussi de la musculation remise en forme avec la section haltérophilie de la SPTT de Draguignan. Et on fait du tandem, on fait différentes activités, quoi. Voilà. Et puis donc, on a bien développé cette section, et ça, c'était une belle réussite pour la SPTT de Draguignan. Et puis, voilà, bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et puis, en 2019, donc Henri Adeguerre, et j'aurais voulu qu'il soit là ce soir, mais il n'est pas en bonne santé. Il avait des gros problèmes de santé, donc il m'a demandé, comme ça, d'un seul coup, il m'a dit, c'était en juillet 2019, le 8 juillet, il m'a dit, Alexandre, je voudrais que tu prennes la suite de la présidence. Et pour moi, je lui dis non, c'est impossible. Pour moi, c'était pas. Désolé, mais voilà. Pour moi, c'était pas compatible avec le handicap. Un club de 300 adhérents, pour moi, non, c'était pas possible. Il m'a donné 2 mois. 2 mois pour réfléchir. Pour moi, c'était pour réfléchir, mais bon. Il a insisté. Je lui ai dit, t'as pas quelqu'un d'autre? Il dit non, j'ai personne. Ben, j'ai dit, écoute, pour moi, c'était une sacrée aventure, quoi. Voilà. Pour moi, j'ai un site un blog qui s'appelle Une vie après la vue. Et donc, j'ai écrit une histoire en 2003 avec mon chien guide qui raconte un peu notre parcours. Et puis, il y a un mot qui m'est cher, c'est défi. Et pour moi, défi, c'est détermination énergique à franchir l'impossible. Bon, voilà. Et puis donc, j'ai tout fait pour refuser le poste. Bon. Mais Henri, il a insisté, puis donc j'ai dit OK. Voilà. Et puis, voilà. Et puis donc, voilà, ça fait 1 an que je suis président. C'est pas évident. C'est pas évident, mais j'ai un très grand respect des responsables de section. Et puis, parfois, je fume mon handicap aussi pour arriver à avoir des choses, non pas par les responsables, mais par tout le… Bon, je suis le seul chien guide à Draguignan aussi, je travaille en sous-préfecture, donc j'ai souvent des contacts avec la municipalité. J'ai d'ailleurs été à une conférence avec le Comité national olympique et sportif à Paris avec le maire de Draguignan en novembre 2019. Donc, je ne passe pas inaperçu. Pour un non-voyant, c'est bien.
Et voilà, ça me permet quand même de jouer parfois de mon handicap. Non, c'est pas pour moi un handicap, pour moi c'est une force. Et mon souhait surtout maintenant, c'est de pouvoir développer d'autre part l'handisport en PACA, dans le Var, le showdown, que je voudrais pouvoir arriver à vraiment développer à tous les déficients visuels du Var. Et puis voilà, d'apporter au handi, comme disait Stade, comme disait Strasbourg, comme disait Toulouse aussi. Il y a plein de belles choses à vivre. Voilà. Merci. Merci, merci Jean-Alexandre pour ce témoignage poignant. Alors, nous allons poursuivre et terminer cette table ronde avec Jules Ripstein. Alors, je vais te demander la réactivation de ton micro. Voilà. Et donc Jules, qui est paratriathlète de haut niveau, dont José a parlé pendant son intervention, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde de sa catégorie, et talent by SPTT. Jules, pourquoi t'es-tu inscrit à la SPTT Strasbourg au départ? Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charlie, merci de m'accueillir, merci de me donner la parole. Alors pourquoi je me suis inscrit à la SPTT? C'est tout d'abord un réflexe parce que ça me permettait de me rapprocher, c'était le club le plus proche de mon domicile. Donc pour des raisons fonctionnelles et de praticité, voilà, ça me permettait d'être réactif dans ma pratique sportive. Et donc, je suis allé toquer à la porte de la SPTT Strasbourg. Je connaissais déjà beaucoup de monde là-bas puisque j'avais pratiqué, avant mon accident en tant que triathlète valide, j'avais pratiqué aux côtés des athlètes de la SPTT Strasbourg dans mon ancien club. Et donc, je connaissais pas mal de monde. Donc, c'était un milieu familier pour moi aussi, ce qui a permis de sauter le pas assez facilement et de rencontrer une superbe équipe à la SPTT Strasbourg. Et voilà, ça c'était la première raison. Et puis après, il fallait aussi pour des questions de partenariat avec la ville de Strasbourg, que je sois de toute façon licencié sur le territoire de la ville. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis voilà. Ok, merci Jules. Donc, par rapport à l'aide possible du club et au soutien, quel est-il? Alors, quels sont-ils du coup? Oui, quels sont-ils, pardon. Ils sont nombreux. Elles sont nombreuses, ces aides. Alors, il y a plusieurs aspects. Tout d'abord, il y a le fait que c'est un club familial avec une superbe ambiance et que même en dehors de la section triathlon, je pense que c'est pareil dans toutes les autres sections, il y a une très bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, on pratique tout niveau confondu et tout sexe et handicap confondu. Le staff, en dehors de ça, m'a super bien accueilli. Le staff technique et la direction. J'ai été tout de suite intégré aux effectifs valides, malgré mon amputation fémorale et mon handicap. Et il y a, en parlant d'humain, il y a encore un exemple qui date d'hier où j'ai pu rencontrer des jeunes pas forcément handicapés, mais aussi handicapés, puisqu'il y en avait quelques-uns dans les groupes, pour leur faire découvrir un cours de cuisine avec un handicap de membre supérieur. Voilà. Et puisque en équipe de France de paratriathlon, j'ai des collègues qui ont des handicaps de membre sup, et ça m'a tout de suite fait penser à eux, comment on peut cuisiner, comment ils font mes potes pour cuisiner tous les jours.
Et donc, on a pu faire ça avec les enfants et c'était super cool. Ça, c'est pour parler de l'aspect humain. Et après, il y a une volonté du staff aussi de m'aider sur tout ce qui est aspect équipement et accès aux équipements sportifs. Un exemple très récent aussi, c'est les 2 confinements qu'on a vécu où le staff a tout mis en œuvre, a mis tout son possible en œuvre pour pouvoir me permettre de continuer à nager quand même et d'avoir accès au bassin. Et ça a fonctionné. Et là, pendant un mois, j'ai pu continuer à pratiquer à la piscine grâce à eux. Et puis, si j'ai besoin d'un truc, si j'ai besoin d'accéder à la salle de musculation, si j'ai besoin d'avoir les clés du stade d'athlétisme parce que j'ai besoin d'y aller un samedi matin, je sais que je peux avoir accès à tout ça. Et ça, c'est vraiment confortable et c'est vraiment appréciable. Et puis après, il y a encore un autre point, c'est l'aspect financier, évidemment, avec la FSASPTT. Qui m'aident financièrement chaque année. Et ça, c'est cool aussi. Et ensuite, il y a un dernier truc, c'est tout ce qui est marketing et communication. On le voit là sur les images qui sont montrées. Ce film-là, il a été tourné par la SPTT, par la FSASPTT. Et puis, alors, il sert bien sûr la fédération, mais il me sert aussi. Et plus récemment encore, au sein des effectifs de la SPTT Strasbourg, le délégué marketing m'a proposé de réécrire ou d'améliorer mon petit book de sportif de haut niveau. Et il a fait ça très bien et ça m'a servi aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses positives à la SPTT Strasbourg et je suis très content de pratiquer là-bas et de faire partie de cette fédération et de ce club. Et si je peux ajouter un petit mot encore qui m'est cher, c'est en fait, il faut que les portes soient ouvertes dans tous les clubs pour les gens en situation de handicap. Et il faut aussi que les gens en situation de handicap se sentent accueillis. Et il ne faut pas qu'ils hésitent à enfoncer ces portes-là et à aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Parce que, en fait, on peut pratiquer tous ensemble et quand c'est possible, il faut qu'on se mélange et il faut qu'on pratique ensemble, quoi. Voilà. Merci Jules. Et tu es membre du programme Talent by ASPTT de la fédération, un projet qui permettra d'accompagner donc pour le moment 5 athlètes dans leur rêve olympique pour les JO. Et nous espérons que ta catégorie sera bien présente. Merci, moi aussi j'espère, et j'espère porter les couleurs du club au plus haut niveau et de la fédération aussi. Merci Jules. Alors, avant que nous nous quittions, je souhaitais redonner la parole à François concernant le sujet de la formation, car c'est quelque chose qui peut amener des pistes importantes pour la fédération dans les années qui viennent. Voilà, me revoilà. Vous m'entendez, je présume, oui? Oui, très bien. Bien, oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, la formation, parce que le développement des ASPTT et des sections ne peut passer que par la formation des cadres. Alors, ça a été dit tout à l'heure, la particularité, que ce soit au sport adapté ou chez Andy, c'est que la prise en charge des pratiquants nécessite des formations relativement pointues pour accompagner ces publics, et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être un des manques au sein même des ASPTT, cette notion de formation de cadre spécifique handicap. Et je pense que dans les années à venir, il s'agira de développer ou de mettre en place des formations permettant donc à des personnes lambda
d'accompagner des personnes en situation de handicap, sachant que très souvent, les cadres, et je le vis toutes les semaines, qui accompagnent nos publics, sont des spécialistes de l'activité, que ce soit du ski, que ce soit du bad, du judo, mais souvent très peu compétents dans la problématique des handicaps psychiques et intellectuels. Et que je crois que notre public nécessite qu'on soit au clair avec leurs particularités. Voilà. Donc, dans les années à venir, vraiment développer la formation. Sur le plan national, évidemment. Tout à fait, merci François. Est-ce que Jacques, tu es encore avec nous? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend très bien. Oui, juste une précision. Après ces moments très poignants et émouvants, je voudrais quand même replacer le handicap dans la société française pour dire que 85% des personnes en situation de handicap le deviennent au cours de leur vie. Nous avons toujours tendance à penser au handicap de naissance ou au handicap donc lié à la vie, aux aléas de la vie, mais sachez que 85% des personnes le deviennent au cours de leur vie. Donc, c'est un quart de la population actuelle active qui est en situation de handicap en France. Et dernier point, 80% des situations de handicap ne sont pas immédiatement visibles. On n'a pas développé le handicap cognitif, c'est-à-dire l'ensemble donc des dyspraxies, dysorthographie, dyslexie et autres troubles donc intellectuels. Et donc on a là toute une vision qui évolue de la situation du handicap avec cette idée que les personnes vieillissantes, les personnes en perte d'autonomie sont aujourd'hui des personnes en situation définies comme des personnes en situation de handicap. Ça m'a paru nécessaire de rappeler tout ce public qui est de plus en plus croissant et pour lequel eh bien, la SPTT peut peut-être avoir des actions très spécifiques et afin donc de les inclure dans la grande famille du sport. Merci Jacques. Eh bien, je vais laisser la parole à Clément qui aura le mot de la fin. Oui, alors déjà merci à toutes et à tous. Ce fut des échanges alors, différents, complémentaires, mais surtout très inspirants. Donc, je remercie une nouvelle fois tous les témoignages que nous avons eus aujourd'hui. J'espère qu'on aura réussi à sensibiliser un peu nos auditeurs, à leur donner des idées. Pour l'information de tout le monde, nous étions près de 200 spectateurs ce soir. Donc, pour un premier webinaire, c'est très intéressant. Donc, j'en profite pour remercier Charlie, qui a été vraiment le chef d'orchestre de ce webinaire. De vous dire également sur les aspects opérationnels, et vous le voyez là sur la slide qui apparaît, que vous pouvez nous contacter pour plus d'informations, soit les intervenants en direct avec les adresses mail des clubs, soit Charlie au niveau de la fédération pour avoir une vision d'ensemble. C'était un premier webinaire, c'était une super réussite, en tout cas moi j'en suis très content et j'espère que pour le mot de la fin et pour conclure, on pourra en rediscuter, soit une nouvelle fois en digital, mais j'espère en physique. Donc, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et puis je vous dis à tous à bientôt.